Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20. Voici les titres de votre édition en Languedoc-Roussillon. Dans l'actualité, ils ne relâchent pas la pression et disent non à la délocalisation. Celle du centre de rééducation Bouffard-Vercelli de Cerbère vers Perpignan, un projet toujours en suspens. L'actualité sportive marquée par le bon coup réussi hier par les rugbyman de Montpellier, une victoire face au Stade français qui les replace dans la course aux phases finales. Notre dossier ce soir, dans le cadre de la semaine Cévenol, une leçon d'histoire, celle des Camisards, une histoire de transmission aussi. Nous irons sur les bancs d'école à Alès. Voilà pour les titres, mais d'abord direction le Grau-du-Roi. 10 000 personnes sur la plage, pas encore un temps pour un bain de soleil aujourd'hui, mais pour une tradition. Le premier abrivado de l'année, il lance aussi la saison bouvine. Luc Calmel, Stéphane Taponi. Le décor est immuable. La plage rive droite au Grau-du-Roi. Plusieurs milliers d'aficionados et de curieux, et bien sûr le spectacle des animaux en liberté. Un moment unique, apprécié par tous les participants à cet abrivado des plages. Les taureaux, les chevaux, déjà, c'est passionnant. Et sur une plage, c'est inattendu, quoi. Donc c'est qu'une fois par an, c'est ici. Il ne faut pas le louper. Ça représente un respect des traditions. Quand on a mené les taureaux dans les villages, à l'époque, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de route. Donc tout se faisait à cheval. Et là, c'est une continuité de ces traditions. Donc là, on prend la plage une fois par an, comme on faisait au Sainte-Marie-de-la-Mer, quand les taureaux arrivaient des marais et qu'on les rentrait dans les arènes. 9 malades sont venus présenter leur élevage sur les 2,5 km du parcours, soit une quarantaine de bêtes. Des taureaux solidement encadrés par de nombreux gardiens pour éviter tout accident. Il y a beaucoup trop de cavaliers comparé à ce qu'il y a de taureaux, mais tout le monde est là pour se régaler. Au milieu des spectateurs, il y a ceux qui attendaient avec impatience le début de la saison, et puis ceux qui veulent participer à la fête. Pour nous les jeunes, c'est la passion, donc on se régale, quoi. La passion, c'est l'adrénaline, ça va un peu vite, il y a beaucoup de monde, donc c'est pas évident à attraper. Ouais. Faut faire attention de ne pas tomber, de ne pas se faire écraser par les chevaux. Ah, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. La saison va commencer et ça fait plaisir. Et pour les amateurs, c'est à Émargues ce dimanche qu'aura lieu la première royale de la saison. Je vous le disais en titre, une journée de mobilisation à Cerbère. Beaucoup de monde encore pour dire non à la délocalisation d'une partie du centre de rééducation Bouffard-Vercelli. Une délocalisation pour le moment suspendue. Xavier Armingo, Alain Sabatier. Patients, dont certains en chaise roulante, salariés de l'établissement, mais aussi habitants et élus de la Côte-Vermeille, au coude à coude pour défendre le centre Bouffard-Vercelli de Cerbère et le centre héliomarin de Banyuls, menacé de transfert vers l'hôpital de Perpignan. Certes, l'agence régionale de santé a pour l'instant suspendu la délocalisation, mais les 150 à 200 manifestants ne se contentent pas de ce simple report de calendrier. On est mobilisés le plus possible parce que on nous promet des rendez-vous, tout ça qu'on n'a toujours pas, qu'on attend. Je pense qu'on essaie de nous endormir en nous disant que c'est suspendu et pour l'instant on n'a aucune nouvelle. Les suspensions, on peut dire n'importe quoi pour calmer pendant une période électorale, mais les élections passeront et on continuera nous à se battre pour maintenir cette activité. La perspective d'être rapatrié au centre hospitalier de Perpignan, avec vue sur le cimetière du Haut-Vernay, n'enchante guère non plus les patients du centre Bouffard-Vercelli. La rééducation est excellente, le cadre est super pour le moral des patients. Voilà. Et ça aide beaucoup à la guérison des maladies et des handicaps. Je suis restée 1 an et demi et j'avais des problèmes de rééducation et des problèmes personnels et ça m'a bien aidé moralement et physiquement. Fort du soutien du député Aylagas, mais aussi d'élus de Midi-Pyrénées et même du président du Sénat, les opposants n'entendent pas baisser les bras afin d'obliger l'ARS à revenir sur sa décision. Moins nombreux, mais tout aussi en colère, un collectif de soutien à 8 familles roms, une centaine de personnes qui depuis 1 an dénoncent les conditions de vie de ces Roms à Quessargues dans le Gard. Et c'est vers la préfecture de Nîmes qu'ils se sont tournés aujourd'hui. Daniel Moine, Patrick Goupillon. Le collectif Solidarité Rome ne décolère pas et s'en prend toujours au même. L'État, la région, le département et la ville de Nîmes. La centaine de manifestants devant la préfecture ce matin considèrent que rien n'a changé pour les 8 familles roms forcées de s'installer sur un terrain immonde de la périphérie de la capitale gardoise, baptisé le camp de la honte.
Les personnes sont encore de plus en plus en précarité parce que avec toutes les pluies qu'il fait ces dernières semaines, c'est plus un campement, c'est vraiment un terrain boueux où naturellement, alors contradictoirement, il y a beaucoup d'eau sur le terrain, mais il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau pour le quotidien. Bon, vous le savez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sanitaire. Pour que cesse cette forme de discrimination et que ces familles sortent enfin de ce campement, le collectif de solidarité demande la mise en place d'un pilotage technique. On ne demande pas un pilotage humanitaire, on demande un pilotage professionnel. Une personne qui soit nommée pour prendre contact avec, d'une part, tous les institutionnels, les bailleurs sociaux, le monde du travail, le monde du logement, etc., etc. Si les portes de la préfecture étaient closes aujourd'hui, le collectif sera reçu mardi prochain par le représentant de l'État à 17 h. Le 1er mars, c'est pour ces familles l'occasion de rompre avec leur isolement. Une journée pour parler des maladies rares et se retrouver. Nicolas Mutel et Alexandre Grelier ont partagé quelques heures de la vie de la petite Sophia, atteinte d'une maladie génétique rare. Aujourd'hui, Sophia fête ses 9 ans. Elle vient avec ses parents choisir une nouvelle paire de lunettes. Ou alors une toute comme ça, une comme ça d'un côté, une comme ça de l'autre. Génial, c'est pas beau les couleurs? Sophia souffre du syndrome de Franceschetti, une maladie génétique rare. Elle est née avec une malformation du visage. Elle n'avait pas d'oreilles, pas de pommettes, des problèmes respiratoires. Depuis sa naissance, elle a dû subir 28 opérations. Aidée par ses parents, elle a appris à vivre avec ce handicap. Sophia le vit super bien, nous aussi. Je pense qu'elle est née avec, donc c'est son quotidien. Et on est très entourés familialement et on a beaucoup d'amis. Elle est scolarisée normalement, on s'est battu aussi pour qu'elle le soit. Ça se passe très très bien à l'école, elle a beaucoup de copines, elle est très intégrée. Et bon, on y veille aussi à ce qu'elle le soit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une petite fille qui est très très bien dans sa peau. Elle vit son syndrome très positivement. Cet après-midi, Sophia est venue avec ses parents, place de la Comédie, pour la journée mondiale des maladies rares. Une centaine d'associations sont présentes pour informer et sensibiliser le grand public. Ma fille est atteinte d'une maladie très rare avec 112 cas en France et on n'en parle pas, les gens ne savent pas que ça existe. Et oui, c'est important d'avoir ce rassemblement de maladies rares. On rencontre d'autres maladies, d'autres personnes, d'autres familles et c'est important de se réunir tous. Et un des objectifs de cette journée est de changer le regard des autres. Parfois c'est difficile de regarder une personne qui est gravement handicapée, on n'ose pas la toucher, on n'ose pas l'embrasser. C'est aussi pour ça qu'on vient pour témoigner qu'on a peut-être des différences physiques, mais comme moi j'ai des cheveux roux, vous non, c'est pas grave, on peut se faire la bise. Donc la maladie rare c'est un peu ça, c'est pas contagieux. 7000 maladies rares sont recensées. En Languedoc-Roussillon, on estime le nombre des personnes atteintes à 80 000. Et on en vient à l'actualité sportive rugby. Le coup d'envoi hier soir de la 21e journée du top 14. Une belle affiche, Montpellier, Stade Français. 2 prétendants aux phases finales. Un final, vous allez le voir, incroyable. Illustration en images. C'est un peu l'image de cette rencontre. Une transformation sur le gong, en coin face au vent tenté et réussi par François Trinduc. Lui, dont le jeu au pied est si contesté, a visiblement retrouvé toute sa confiance. L'anecdote raconte que c'est son entraîneur Fabien Galtier qui lui a soufflé de la tenter, histoire de montrer au sélectionneur de l'équipe de France que son ouvreur est toujours dans le coup. Une transformation qui résulte de cet essai à l'ultime seconde des Montpelliérains, essai qui scelle une victoire acquise au forceps. 0-0 à la mi-temps, drôle de score pour 2 équipes plutôt joueuses mais maladroites hier soir. Au retour des vestiaires, Montpellier retrouve sa dextérité et dans ce domaine, René Ranger est plutôt adroit. 7-0 puis 12-0, on prend les mêmes mais cette fois c'est Benoît Payog qui conclut un super mouvement dans le fermé. Une passe redoublée au contact et on se dit alors que les Héroltais sont lancés. Mais le Stade Français, second du top 14, a des ressources. Le surpuissant centre d'Antilly écrase tout sur son passage et relance son équipe. 12-10, 2 petits points séparent les 2 prétendants aux phases finales. Jusqu'à l'ultime seconde et la dernière transformation de François Trinduc, Montpellier qui prive même le Stade Français du point de bonus défensif. Une soirée parfaite pour les Héroltais.
Et score final 19-12, la suite de cette journée du top 14 ce soir avec Perpignan qui se déplace à Toulouse, coup d'envoi à 20h30. En rugby à 13, la série noire continue pour les Dragons catalans. 3 matchs et autant de défaites hier soir à domicile face à Leeds. 3 essais des Anglais ont assommé toutes les velléités catalanes. Le score final est lourd, 40-12 pour Leeds à Perpignan. De quoi donner quelques inquiétudes à Jean-Philippe Bail, 3/4 centre des Dragons. Écoutez-le. On fait, je pense, une bonne entame. On a eu des moments où on les met en danger. Et le problème, c'est que c'est par à coup. Donc, eux, ils ne jouent pas par à coup, ils jouent pendant 80 minutes. Et je pense que c'est un petit peu cette constance qui nous manque un petit peu à l'heure actuelle. Et on change de ballon, on passe au football, la 26e journée de Ligue 2 du spectacle à Nîmes hier soir, ouverture du score et des festivités dès la 4e minute, coup franc double tête et celle qui va au fond des filets de Niort, c'est celle de Sartre. Les Niortais réagissent dans la foulée et égalisent. Nîmes va ensuite prendre le large pour finalement s'imposer 4-1, victoire qui permet aux Gardois d'occuper désormais la 15e place de la Ligue 2. Est-ce que vous êtes plutôt poulie ou plutôt classique? Vous préférez lequel? Question de sensibilité, de dextérité aussi pour ce sport. Je veux parler du tir à l'arc et c'est à Nîmes que les meilleurs mondiaux sont actuellement réunis. Daniel Moine, Patrick Goupillon. Les 400 archers des championnats du monde présents à Nîmes depuis mardi concourent avec 2 sortes d'armes. Dans le premier tournoi, les volées de flèches se décochent avec un arc classique. Dans le second, avec un arc à poulie. Mais au fait, quelle qualité faut-il posséder pour les utiliser? Sont-ils tous deux aux Jeux Olympiques? Mais tout d'abord, quelle différence entre l'un et l'autre? Réponse. L'arc classique, c'est simple, plus on tire dessus, plus il y a de puissance. Et l'arc à poulie, quand vous commencez à tendre l'arc, c'est très fort. Et ensuite, le système des poulies fait que ça se démultiplie et ça devient plus facile de tirer sur l'arc. Voilà. Donc après, c'est une arme qui est un petit peu plus précise parce qu'il y a également une lunette optique, quelque chose qui rapproche quand on vise, un peu comme un fusil à lunettes. Les qualités d'un tireur à l'arc, c'est d'être dans de la finesse, un sport de précision, de finesse. Certes, il faut un minimum de force physique qui va s'exprimer différemment selon l'arme qu'on utilise. Il y a un arc aussi qui est un petit peu plus lourd avec un arc à poulie. Je pense qu'il y a un aspect historique déjà, puisque c'était au départ c'est ce qu'on pratiquait. Après les arcs à poulie sont arrivés, je dirais, vers les années 80, j'espère que je dis pas trop de bêtises par là. Ça a commencé à venir, ça s'est plus démocratisé dans le milieu sportif vers les années 90, 95. Et puis le programme des Jeux Olympiques étant un peu restreint, le choix a été fait par la Fédération internationale de privilégier l'arc classique. Et c'est aussi l'arme qui est la plus pratiquée dans le monde. Pour tester ces 2 arcs et rencontrer leurs utilisateurs, entre parenthèses les meilleurs du monde, il vous reste dimanche à l'occasion des phases finales des 2 tournois. Et nous partons sur les bancs de l'école pour un cours d'histoire. Vous allez le voir, très particulier. Au tableau noir, le réalisateur Lionel Astier, sa passion, les camisards. Une passion qu'il a déjà mis en scène à plusieurs reprises. Mais sa cible cette fois, ce sont les jeunes du côté d'Alès. Alors que commence la semaine Sévenol, comment cette histoire est-elle transmise? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Stéphane Ratineau et Benoît de Tuny. Lionel Astier est revenu sur les chemins de jadis, là où, peut-être adolescent, rêvait-il de brouler les planches, d'écrire une part de soi. De cette singulière Cévennes où résonne encore le mot camisard. Les indicateurs de la repentance sont de plus en plus nombreux. L'épopée protestante racontait chaque été, dans la nuit des camisards à Alès, cette question de la liberté de conscience, dont on entend parfois l'écho dans les débats contemporains. Rendez-vous dans une librairie de la ville. Ici, les rayons philosophie et religion sont bien remplis. Une réalité pour cette ville moyenne, la question camisarde intéresse le public. Que ce soit pour des nouveaux Alésiens qui régulièrement rentrent dans la librairie pour découvrir une partie de cette histoire dont on leur parle beaucoup, ils veulent un livre d'initiation, mais pour tout Alésien qui s'est intéressé depuis son enfance, tout nouveau livre sur les camisards est l'occasion de se replonger dans cette histoire, d'approfondir leurs connaissances. Donc les camisards, je dirais, c'est un peu le cœur historique pour eux, ici à Alès. Cet engagement des camisards, une écriture à 3 mains en quelque sorte, celle de Lionel Astier, bien sûr, mais avec un double soutien.
intercommunal et associatif. Une association de férus d'histoire et d'amoureux du pays est le support de cette aventure particulière. Le spectacle sera joué à Alès pendant 3 étés. L'idée est claire, l'objectif artistique avec une vocation d'éducation populaire. Les Cévennes sont toujours encore, du moins pas protestantes en termes religieux, mais du moins cette fibre, ce côté résistant, ce côté reboussaille, comme on dit en occitan. Et donc il y a tout le substrat, il y avait tout l'environnement pour que ce spectacle ici ait beaucoup de succès. La pièce est un diamant. Nous, on nous a demandé de trouver un écrin pour un diamant. C'est déjà plus facile, vous savez. Et le spectacle est remarquable. Cette façon dont les acteurs ont de prendre possession de ce territoire, de ce terrain, de cette scène, cet espace scénique, il faut l'avoir vu, quoi. Et du texte, bien entendu. Avant 8 jours, on t'attachera sur la roue avec une barre de fer. Alors Lionel Astier, le comédien, l'auteur de cette nuit des camisards, a rencontré les élèves du lycée Jean-Baptiste Dumas. Une discussion sans formalisme, sans chichi, décontractée et intense, à l'image du foisonnement des questions entre éthique personnelle et engagement artistique. Une leçon de choses. Moi déjà, je connaissais pas du tout les camisards. Du coup, j'ai découvert. Ah ouais, ça peut nous apprendre un peu aussi l'histoire parce qu'on connaît pas forcément, nous, les jeunes, on ne connaît pas forcément cette histoire. Même si on vient d'ici, on la connaît pas obligatoirement. Dans le projet du spectacle, ça fait partie peut-être des choses les plus, les plus excitantes, de venir leur parler de ça et de savoir qu'ils vont travailler dessus toute l'année. Oui, ça fait partie des grandes ouvertures que j'espérais après ce spectacle. La nuit des camisards, un projet transversal et intergénérationnel, bien plus qu'un spectacle, l'engagement d'un artiste, d'un enfant d'Alès, pour donner à une mémoire vive les prolongements qu'aujourd'hui appellent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Le 19-20 continue. L'info régionale, vous pouvez la retrouver évidemment sur notre site internet. On se retrouve quant à nous demain midi. Très belle soirée sur France 3.